Bonsoir à toutes et à tous. Le 27 décembre 2025 se tient en Côte d'Ivoire l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Cette année, un fait retient particulièrement l'attention. De nombreux jeunes affirment leur ambition de siéger au sein de l'hémicycle ivoirien. Mais derrière cet engouement, une question se pose. Assistons à un véritable engagement pour le changement ou simplement à un effet de mode? Voilà le sujet du débat de ce soir. Bienvenue à toutes et à tous, un sujet qui nous intéresse, qui intéresse nos invités et qui vous intéresse aussi. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau de jeunes potentiels candidats issus de divers horizons politiques. Ensemble, nous tenterons de comprendre ce qui motive cette nouvelle génération à conquérir le Parlement ivoirien et comment elle entend peser dans les grandes décisions du pays. Ils sont avec moi en plateau Vanier Biza Rodrigue. Bonsoir. Bonsoir, M. Khalil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidat déclaré à Bediala, Gonaté et Gadouan. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Juste à côté de vous, nous avons Dao Ibrahim Kina. Bonsoir. Bonsoir, M. Khalil. Vous, par contre, vous êtes candidat déclaré à Boaké. Candidat déclaré à Boaké. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste en face de vous, nous avons Chifol Idriss Ouattara. Bonsoir. Bonsoir, M. Khalil. Vous n'êtes pas candidat, vous êtes sur ce plateau en qualité d'écrivain, de président du conseil d'administration de l'Alliance ivoirienne pour l'action coordonnée, en abrégé AIPAC, et aussi en qualité d'observateur politique. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, M. Khalil. Et à votre gauche, nous avons Abdul Zakaria Kone. Bonsoir. Bonsoir, M. Khalil. Vous êtes candidat déclaré à Abobo. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci vous revient. Messieurs, encore une fois, merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Trois axes principaux vont ponctuer ce débat. En première partie, nous entendrons nos invités sur leur motivation et leur ambition. Ensuite, nous aborderons les défis et obstacles à la participation des jeunes à cette élection des députés à l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Et enfin, nous terminerons avec leur vision et leurs projets pour la Côte d'Ivoire. Cela dit, messieurs, nous ouvrons le débat de ce soir avec la première articulation, les motivations et ambitions des jeunes candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes 4 sur ce plateau, 3 sont candidats déclarés à l'exception de Chifol Idriss Ouattara. Alors, Zakaria, on commence avec vous. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature à cette élection? Merci, M. Khalil, pour la question. Alors, pour cette question, je vais aller droit au but. C'est la frustration. De quoi? Comment est cette frustration? Il faut dire qu'à Bobo, on a 6 sièges, donc 6 députés et 6 suppléants. Donc 12 législateurs dans la commune. Et force est de constater que depuis la dernière élection des députés, jusqu'à aujourd'hui, aucun Abobolais ne peut vous citer 2 noms de députés dans la circonscription, je vais y arriver, de la commune d'Abobo. Et partant de cela, tous ces députés qui ont comme prérogative de pouvoir être proches de la population, envoyer les problèmes de la population au niveau de l'Assemblée nationale, sinon être le lien entre l'Assemblée nationale et la population. C'est ces députés-là qui doivent normalement être aux petits soins, parce que pour moi, les députés sont les esclaves de la population. Ils ne le font pas, ils ne sont pas présents et Abobo va mal. Abobo va mal parce que, allant de la députation jusqu'à à ce qu'on peut imaginer, rien ne va dans notre commune. Alors, on se dit, devrions-nous rester spectateurs ou il faut être acteur. Ou agir, ou être acteur. Alors, la réponse, elle est tout simple trouvée. Nous devrions être acteurs. Il faut que la jeunesse d'Abobo puisse se lever, prendre son bâton de pèlerin et dire que ça suffit
il faut à nos dirigeants laisser la jeunesse prendre ses responsabilités. Et aussi, c'est la jeunesse d'Abobo qui me motive à me présenter à ces élections législatives. Alors, la CEI a fait un communiqué, comme vous le savez, pour faire savoir que la clôture du dépôt des dossiers, c'est le mercredi 12 novembre 2025 à 20h. Est-ce que vous avez déjà déposé votre dossier de candidature et les pièces au complet? Je réponds par l'affirmative. D'accord. Et sur la liste, à Bobo, vous l'avez signifié, on a 6 sièges, il faut 6 titulaires et 6 suppléants. C'est ça. Il y a des députés ou des candidats qui sont confrontés à ce problème, qui n'arrivent pas à trouver le nombre de personnes qu'il faut. Pour vous, c'est réglé. Vous avez vos 12... malgré ça a été difficile. C'était quoi la difficulté? Il faut dire que, je le dis à chaque fois, nos aînés ont réussi à convaincre la jeunesse que faire la politique, c'est se donner la mort. Ils ont réussi cela. Alors, tout de suite, c'est deux choses. Quand tu échanges avec un jeune et que tu l'appelles à la politique, c'est soit il a en tête que je vais pour m'enrichir ou je vais à l'abattoir. Donc, cet aspect-là fait que les jeunes restent hésitants à s'engager. Parce que s'il va, quelle assurance il a que vraiment il s'enrichit? Pourtant, ce n'est pas ce qui est à la politique. Et celui qui pense que aller à la politique, c'est se donner à la mort aussi, arriver à convaincre ce dernier-là que si tu ne fais pas la politique, ben, la politique, elle te fera. Donc, on a essayé tant bien que mal de pouvoir convaincre toutes ces 12 personnes. Et on peut dire, grâce à Dieu, ça a été chose faite. Et aujourd'hui, on a pu réunir les dossiers de toutes ces 12 personnes-là qu'on a déposées au niveau de la CEI. Et cette dernière question pour terminer avec vous, selon le code électoral, les localités avec plus de 2 sièges, il faut 30% de candidatures féminines. C'est fait aussi à votre niveau? C'est fait. D'accord. Dawokedan Ibrahim, vous êtes candidat, vous avez annoncé votre candidature pour Boaké au centre de la Côte d'Ivoire. Vous aurez certainement en face de vous le ministre des Transports, l'actuel maire de Boaké, Amadou Kone. Qu'est-ce qui motive justement votre engagement, votre volonté de vouloir être le député de cette localité? Merci beaucoup, M. Khalil. Je suis un amoureux fou de la Côte d'Ivoire. Et cet amour part de quelque part. Je suis fils de Boaké. Né à Boaké, grandi à Boaké, étudié à Boaké, j'y ai vécu. Et je connais la réalité que vivent nos populations. Et lorsque nous savons qu'en Côte d'Ivoire, plus de 77% de la population a moins de 35 ans, selon l'INS en 2023, et que nous savons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, à peine 15% des députés ont moins de 45 ans, et moins de 0,% ont moins de 30 ans. Et autrement dit, cela voudrait dire qu'il y a 80% du pays qui est jeune, mais 85% du pouvoir ne l'est pas. Et sincèrement, voir 80% du pays qui est jeune et 85% qui prennent la décision, nous autres, on se dit, il y a problème. Il y a problème. Et lorsque nous regardons au niveau de Boaké, comme mon confrère l'a dit, ça sera difficile pour vous de me dire si les députés font réellement des rencontres avec nos populations. Moi, je pense que le problème vient de là. Je veux être candidat au niveau de la députation à Boaké pour partager le problème réel des Boakois au niveau de l'hémicycle. Non pas seulement ça, mais les écouter. Après avoir écouté, nous allons revenir encore vers eux. Voilà pourquoi dans notre projet, nous disons que nous allons faire des rencontres. On va arriver des rencontres, projet, certes, je le dis, des rencontres. Pourquoi je le dis? Parce que c'est de là que part le réel problème. Quand on n'écoute pas sa population, on ne saura pas quoi proposer à la population. Et quand même, quand on écoute cette population, il faut revenir donner le message que nous avons eu à dire au nom de cette même population. Et véritablement, je me présente pour venir en aide à toute cette population boakoise. Et vous avez déposé vos dossiers de candidature le mercredi 12 novembre 2025. On peut voir cela en image sur l'écran. On vous voit avec une des responsables, on va dire un agent de la CEI chargé de réceptionner les dossiers. C'était le mercredi 12 novembre 2025. Vos dossiers sont aussi complets.
toutes les pièces y sont. Boaké, c'est 4 sièges, donc on va au-delà de 2. Il faut 30% de candidatures féminines, c'est chose faite. C'est chose faite. Merci beaucoup. Vanier Biza Rodrigue, vous êtes candidat à Bediala, Gonaté et Gadouan. La même question pour vous. Qu'est-ce qui vous motive? Ok, merci beaucoup, M. Khalil, de nous donner l'opportunité de nous prononcer sur votre plateau. Vous savez, il y a une sagesse africaine qui dit que lorsque la calvitie arrive dans un village et qu'elle ne trouve pas des vieux, elle se pose sur la tête des jeunes. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque nous sommes dans un pays comme le nôtre, la Côte d'Ivoire, et qu'il y a lieu de militer pour le bonheur de la population, et qu'il y a lieu de travailler dans le sens de l'intérêt national, et puis nous voyons des gens, ou du moins des, je ne voudrais pas indexer quelqu'un, mais des personnalités qui, n'est-ce pas, détournent donc cet objectif premier de gouverner et qui travaillent donc dans leurs propres intérêts. En ce moment, il est clair que ces personnes ne sont pas conscientes de l'enjeu du moment. Je dis ça parce que justement, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une danse frénétique d'exclusion par des lois. Parce que justement, c'est en cela que ma position ici vraiment trouve son sens. C'est par des lois fabriquées de toutes pièces que des gouvernants et leurs représentants, parce que moi je les appelle leurs représentants à l'Assemblée nationale, mijotent des choses de sorte à exclure donc leurs adversaires qui jugent des coriaces. Depuis 1995, ça a commencé, 2000, ça a continué, 2005, bon, ça a créé ce que nous savons, 2020, ça a continué, 2025, nous étions encore dans cette danse-là. Et vous savez, il y a Franck Fanon qui dit, dans son œuvre Les damnés de la terre, que chaque génération doit, dans une opacité, dans une relative donc opacité, affronter donc ses missions. Soit il remplit ses missions, ou cette génération, soit elle remplit donc ses missions, ou bien elle trahit. D'accord. Nous, en tant que jeunes contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il est temps que nous prenions notre responsabilité. Il est temps que nous attrapions le taureau par ses cornes. C'est en cela que je m'engage pour que plus jamais il y ait d'exclusion à travers des lois. Pour que plus jamais il y ait des frustrations à travers des lois qui sont votées donc par les députés. D'accord. Chifol, vous n'êtes pas candidat. Après avoir entendu vos amis sur le plateau, est-ce que vous vous dites, tiens, j'ai eu raison de ne pas candidater à cette élection? Non, mais bon, M. Khalil, déjà, je voudrais vous remercier, surtout la chaîne L'Intelligent TV, pour l'opportunité que vous offrez chaque fois, surtout à la jeunesse, de faire connaître sa voix. C'est important et ça contribue au dynamisme de la liberté d'expression, de la démocratie. Mais moi, en tant que fils d'historien, je me plais parfois à resituer les événements dans leur contexte. Et vous savez, nous sommes à l'ère de ce que moi j'appelle la talonnade de la troisième génération politique en Côte d'Ivoire. Nous avons eu une première génération politique, nous avons eu une seconde, ensuite nous sommes à la troisième. La première génération politique est apparue dans les années 44. C'était les élites qu'on envoyait à l'école, les premiers jeunes, et qui ont constaté, qui sont revenus de la métropole, qui ont constaté que leurs parents subissaient une certaine injustice du colon, et donc il fallait libérer les pays. Ils ont réussi à le faire, et ils ont gouverné les pays. Ils ont gouverné la Côte d'Ivoire jusqu'aux années 90 et on a eu ce qu'on va appeler la talonnade de la deuxième génération politique en Côte d'Ivoire. Et cette seconde génération va commencer à gouverner dans les années 2000 jusqu'à nos jours. Et à partir de 90, on va connaître ce qu'on va appeler le multipartisme. Je considère que c'est une période transitoire qui permet plus ou moins à la Côte d'Ivoire de stabiliser ses institutions. Aujourd'hui, nous sommes à la talonnade de la troisième génération politique.
Et cette troisième génération politique, si vous vous souvenez, en 1985, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, était face aux journalistes lors d'une conférence de presse et il disait, dans 20 ans, 30 ans, une génération sortira du sein de la Côte d'Ivoire pour parler d'égal à égal avec les marchés financiers, parce qu'il avait été frustré à l'époque que la Côte d'Ivoire subisse les lois du marché financier international. En réalité, c'est cette génération politique-là qui est en train de monter. Mais il faut faire attention. Félix Houphouët-Boigny a dit que cette génération mènera un combat. Ce sera essentiellement économique. Le combat économique d'aujourd'hui, le combat économique du 21e siècle ne va pas se mener sans connaissance de l'actualité, sans connaissance de l'économie, sans connaissance du monde. Le bémol que je souhaite poser à l'engagement de la jeunesse, c'est qu'on soit prêt. C'est qu'on soit véritablement prêt à comprendre les réalités du 21e siècle avant de s'engager. Parce qu'il ne faut pas que ce soit finalement... Est-ce que vous soulevez là un problème de formation de la part des jeunes qui s'engagent sur cette voie? Dans la majorité des cas, il faut bien admettre que nous avons effectivement des candidatures très sérieuses. Mais il faut poser le bémol sur le fait que ce ne soit pas des candidatures fantaisistes, avec pour objectif de figurer. Que ce soit des candidatures, des engagements politiques fondés sur des visions, avec des plans d'action structurés, que nous sommes à même d'expliquer aux populations. Parce que si nous ne faisons pas attention, que nous sombrons dans le ridicule, on aura après un problème de confiance. La population n'aura plus confiance en nous. Quand un jeune va dire qu'il veut s'engager en politique, on va dire, mais bon, vous, on vous a déjà vu. Donc, il faut faire attention. L'engagement politique ne se limite pas qu'à l'élection présidentielle, qu'à l'élection co-législative. Ça part depuis longtemps. Aujourd'hui, on a 77% de la population ivoirienne qui est entre 18 et 35 ans. Pourtant, les jeunes inscrits sur la liste électorale ne dépassent même pas 20 ans. 23% plutôt. Donc, ça veut dire qu'il y a un réel combat de sensibilisation politique à mener d'abord, parce que c'est ça, voilà, le véritable combat politique part de là. Et moi, certes, nous encourageons l'engagement de la jeunesse en politique, mais il faut faire attention à ce que ces engagements-là soient des engagements construits avec de la consistance et des programmes politiques défendables. D'accord. Alors, monsieur, vous êtes candidat. Que répondez-vous à cette analyse faite par Chifol Idriss Ouattara, qui, lui, a décidé de ne pas partir à cette élection des députés prévue le 27 décembre? Zakaria. Je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur Chiffon, c'est bien cela, a dit tout à l'heure. Effectivement, il y a des candidatures fantaisistes. Et moi, je vais sur mon cas. On a bien préparé notre candidature depuis longtemps. Parce que, depuis quand? Vivant, on va dire ça fait 3 ans qu'on se prépare. D'accord. Parce que depuis longtemps, on vit les réalités de la commune. Vous savez, lorsque tu vis à Bobo, tu ne peux t'empêcher de c'est-à-dire, quand tu sors de la commune, tu ne peux durer à l'extérieur de la commune assez longtemps. Parce qu'à Bobo, il y a cette chaleur familiale, pardon, voilà, merci qui vous manque. Cette chaleur familiale là qui vous manque. Mais après, quand on est dans la commune, on voit qu'il n'y a aucune volonté politique. Et à travers cela, la commune reste et demeure dans une précarité qui ne dit pas son nom. Alors, si par précipitation ou les jeunes ne se structurent pas, ils ne se posent pas de réelles questions et qu'ils s'engagent sans peser le pour et le contre, après ça pourrait se retourner contre eux. Et c'est en ce sens-là que je suis d'accord avec ce qu'il dit, parce qu'on s'est plusieurs fois posé la question, est-ce qu'il faille aller à ces élections ou continuer de la façon dont on agit, parce que nous, on a beaucoup agi de façon en sourdine. On a mené des actions au sein de la commune, que ce soit des actions sociales ou autres. On a critiqué la gestion de nos leaders au niveau de la commune. On a critiqué la gestion de ceux qui nous gouvernent au niveau de la commune. Et on s'est dit, pour impacter, pour que notre voix puisse porter, il va falloir être à des instances de décision pour qu'on puisse avoir gain de cause. C'est ce qui nous motive à aller à ces élections. Et comme il a dit, nous sommes prêts. Et nous ne visons pas que le 27 décembre 2025. On a une vision qui va plus loin que ça. Vous visez aussi 2028 Ben oui, parce qu'à Bobo,
Il faut un réel changement. À Abobo, il faut impacter. Les habitants d'Abobo veulent vivre dans les mêmes conditions que les habitants de Cocody. On a du potentiel à Abobo. D'accord. On a des jeunes qui ont de la valeur, mais on a des intellectuels au niveau de la commune, mais qui ne sont pas valorisés. Parce que pour moi, il y a un manque de volonté politique. Et il y a une mère qui me disait cela, et dans mes tournées, elle m'a dit, mon fils, tu sais, j'ai le sentiment que nos dirigeants ne veulent pas que la population d'Abobo sorte la tête. Parce que, selon elle, si les habitants d'Abobo deviennent indépendants, autonomes, à qui on viendra tendre les sacs de riz et les bidons d'huile de 2 kilos et les 5 000 francs pour aller voter? À qui? Partout à Cocody, vous ne verrez nullement un habitant de Cocody prendre un sac de riz ou 5 000 francs pour aller donner sa voix. Mais pourquoi c'est à Bobo que ça arrive? Et c'est à cela qu'on sait ce qu'on veut changer à Bobo. On veut faire comprendre à la population à Bobo que nous valons plus que ça. Nous valons plus. Le président de la CEI disait, lorsqu'on lui posait la question de savoir comment est-ce qu'on devrait agir face à ces personnes-là qui achètent la population, il a dit, lorsque le politicien vous tend 5 000 francs et qu'il achète votre voix, il ne vous doit plus rien durant 5 ans. D'accord. Alors, c'est un appel à la jeunesse et à la population d'Abobo. L'amour qu'on a pour notre commune, elle doit se matérialiser à travers nos comportements. Il faut dire maintenant là que ça suffit. Les Abobolais ne sont pas à acheter. On ne doit pas nous acheter. D'accord. Et pour finir sur ce qu'il a dit, à ces jeunes qui se sont engagés, j'ai même fait un post dessus sur mon compte Facebook, il va falloir qu'ils puissent vraiment peser le pour et le contre et ne pas se lancer pour se lancer. Il faille qu'ils puissent se lancer en prenant en compte plusieurs aspects. C'est ce que je peux dire pour finir. Alors, Dao, est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation politique aussi chez les jeunes qui s'engagent dans la politique? C'est aussi une réalité qui est mise en évidence par certains observateurs politiques. On a semblé comprendre cela dans l'intervention de Chifo-Letrice Ouattara. Merci beaucoup, Khalil. On pourrait le dire, mais comme je le disais dès l'entame de mon propos, je disais qu'il y a 80% du pays qui est jeune et 85% du Parlement est âgé. Et donc, cela n'est plus de la démocratie, c'est une confiscation générationnelle. Donc, pour dire qu'aujourd'hui... Mais ils ne sont pas là-bas aussi par nomination, ce n'est pas élection qu'ils sont là-bas. Est-ce qu'on peut parler de confiscation? Est-ce que le thème est approprié? C'est le thème approprié. Pourquoi je le dis? Allez-y. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et voilà pourquoi aujourd'hui, moi particulièrement, je suis président du parti politique Les Avertis de Côte d'Ivoire. Voir un jeune président du parti politique, je pense que quelques années en arrière, ce n'était pas possible. C'est parce qu'il y a une prise de conscience réelle de la jeunesse. Mais bien avant que nous soyons là, depuis la classe de CP1 jusqu'à l'université, nous nous sommes mis au service de nos condisciples. Nous nous sommes mis au service du peuple. Délégués, chefs de classe, présidents de promo, jusqu'en 2019 où nous avons accepté de prendre une partie de notre bourse pour couvrir un creux mortel sur la A3 au niveau du Boaké. Ça, c'est mon histoire personnelle. Pour dire que nous avons accepté de poser des actions bien avant que nous soyons ici sur ce plateau pour parler au nom de nos populations. Et l'action qui a été posée, c'est une action qui devrait être posée par une autorité. Mais en ce moment, je me suis vu en autorité parce que le peu que j'avais, je pouvais donner à la population de Boaké. Chaque jour, il y avait des accidents mortels, des pertes en vie humaine. Et depuis que nous avons arrangé cette voie, naturellement, il n'y a plus eu d'accidents. Et chaque jour, jusqu'à aujourd'hui, quand je parle de cette histoire, c'est avec une fierté immense. J'ai pu contribuer à apporter de la joie, à apporter de la vie. Aujourd'hui, même vous, Khalil, quelques années en arrière, on n'aurait pas vu un jeune sur ce plateau. Oui, c'était des personnes âgées qui géraient les plateaux. Non, RFK, hein. Oui, non, je le dis, bon, c'est un cas parmi plusieurs. Voilà, donc quand on le dit, aujourd'hui, que ce soit ici, sur Intelligent TV, ou sur d'autres chaînes, vous voyez maintenant qu'on confie des plateaux à des jeunes. C'est une prise de conscience réelle de la jeunesse. Et c'est pour dire que les jeunes, pour une formation, non. Parce qu'il y a des jeunes de 21 ans qui sont médecins. Autrefois, on n'aurait pas vu un jeune de 21 ans docteur. Mais là, on parle de formation politique. Je parle de formation politique. Ouais, mais quand on parle de formation politique, il faut une prise de conscience réelle
de sa personne pour pouvoir aller en politique. Non, je sais pas. Pourquoi je le dis? Non, j'en viens. Et vous allez répondre. Pourquoi moi je le dis? Moi je suis jeune. Et au niveau de les avertir en 2017, ce sont des jeunes qui se sont mis ensemble. Créer un mouvement qui d'abord était apolitique. Pour faire quoi? Pour apporter des solutions nouvelles à nos dirigeants. Quand nous avons compris qu'on n'était pas bien écoutés, on a transformé le mouvement apolitique en mouvement politique. Voilà d'où vient la formation. D'accord. Et à notre sein, on a fait appel à d'autres jeunes qu'on a accepté de former. Et ceux qui ont accepté de venir au niveau de les avertir, aujourd'hui, quand vous leur posez une question politique, ils vous donneront une réponse réelle. D'accord. Et jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui parti politique. On va chuter. Oui, on va chuter jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous soyons parti politique. Donc moi, me demander en tant que président du parti politique qu'il y a une formation réelle vis-à-vis des jeunes de nos jours, moi je dirais que il y a certes une formation, un besoin de formation, mais il y a aussi un besoin de formation politique. Un besoin de formation politique, mais il y a aussi des jeunes qui acceptent naturellement d'apprendre. D'accord, c'est bien noté. Rodrigue, je vais venir à vous tout à l'heure, ne vous en faites pas. Chiffon va réagir. Oui, non, en fait, moi, le bémol que je voudrais poser, c'est de ne pas confondre formation politique et formation académique. Moi, je parle de formation politique. Et d'ailleurs, j'allais rebondir sur cette question tout à l'heure. Cette formation politique-là, elle s'acquiert dans les associations. Et donc, la vie associative qu'il faut encourager. Et donc, c'est ce bémol-là que je voudrais poser. Il ne faut pas confondre les deux qui sont carrément différents. Vous pouvez être très compétent. Vous pouvez être dans votre domaine très compétent et échouer en politique. C'est clair. Ce n'est pas les mêmes réalités. Et donc, il faut dissocier ces deux choses-là. D'accord. Alors, sur cette question de formation politique des jeunes, qu'est-ce que vous en dites, vous qui êtes lancé dans cette compétition? Est-ce que vous partagez l'avis de Chiffon? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Parce qu'il faut savoir que ce qu'il ignore certainement, c'est que même les vieux que vous voyez, qui très souvent sont mis au devant de la scène politique, ce sont les jeunes qui les font. Moi-même qui vous parle, je suis un témoignage vivant. Je vois beaucoup de vieux, beaucoup de personnes même qui se lancent à la présidentielle, mais c'est moi qui dirige leur discours politique. Et puis je leur envoie. Et c'est ce discours politique qu'ils prennent, qu'ils lisent à la télé ou bien à des conférences. Des jeunes, ils ont la capacité intellectuelle, politique pour diriger. Quand on parle aujourd'hui des associations, il y en a plusieurs associations qui existent en Côte d'Ivoire. Ces associations sont généralement dirigées par des jeunes. Donc, moi, j'ai envie de me poser la question, ou bien de lui poser la question, ça va, qu'entend-il par formation politique? Diriger, c'est ça? Si c'est diriger, les jeunes en font déjà. Les présidents d'associations, les secrétaires généraux d'associations, ce sont les jeunes. Mais de quelle formation politique parle-t-on? Même lorsqu'il y a des élections, ce sont les jeunes qui sont chargés d'organiser la campagne politique de ces vieux qu'on voit. C'est les jeunes qui mobilisent, c'est les jeunes qui galvanisent leurs camarades jeunes. Et même souvent, c'est les jeunes qui rédigent même leurs projets politiques. Moi-même, moi, en 2018, j'ai rédigé le projet politique des candidats aux élections municipales. Donc, pour dire que le fait de voir la jeunesse de ce tel-là, c'est méconnaître les valeurs réelles de la jeunesse. C'est ce que je pourrais dire. Donc, alors, je vois Zakaria qui brûle dans le vue de réaliser cette question. Effectivement, moi je prends cette question de formation politique à géométrie variable, en fait. Pour une personne qui veut avoir une carrière politique, cette personne-là, moi j'admets qu'elle doit avoir une formation politique. Naturellement. Pour une personne, quand je prends le contexte dans lequel on se trouve actuellement, on parle de législatives, les élections législatives. Est-ce que le vendeur de charbon n'est pas appelé à candidater pour les élections législatives? Est-ce que la vendeuse de beignets n'est pas appelée à candidater pour les élections législatives? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que ces personnes-là doivent forcément être formées avant de s'engager? Donc, si on rentre dans le contexte dont on se trouve actuellement, moi je dirais, formation politique, oui, mais dans le contexte actuel, pour moi, c'est pas une nécessité, voilà, vraiment pour dire que sans ça, les jeunes ne peuvent pas et ne doivent pas s'engager. Pour moi, les jeunes, quel que soit le niveau qu'ils ont, doivent s'engager en politique. Et encore, on apprend sur le tas.
La formation politique même peut venir du fait que tu t'es engagé. Étant engagé, tu pourras avoir des opportunités qui te permettront. Et quand tu auras la pression autour de toi, ben, on ne te dira même pas de te former. Tu iras te former. L'appétit vient en mangeant. Donc je me dis que c'est nécessaire, mais il faut aussi revenir dans le contexte pour voilà. Pour dire, en fait, pour enchaîner ce qu'il voulait dire, moi, ce que je voulais ajouter, M. Khalil, 30 secondes pour chacun. On va à la pub tout à l'heure. 30 ce secondes que je pour voulais chacun. dire, c'est qu'on comprenne c'est quoi la politique. La politique est avant tout un métier humain. C'est ça. C'est le fait d'accepter de se mettre au service de son peuple. C'est ça. C'est le fait de proposer des solutions nouvelles pour aider son peuple. Donc quand on parle de politique, tout le monde fait la politique. C'est ça. Tous les leaders. Vous parlez de propositions nouvelles. Est-ce que si on n'a pas cette formation politique, cette culture politique, on peut avoir de la suite dans les idées Je peux vous donner un nom. Je peux vous donner un nom. Allez-y. Amidou Sila, le président, l'ancien maire de la commune d'Anyama. Ben, il n'a pas été à l'école. Mais la formation politique n'est pas forcément aller à l'école aussi. Là, il faut d'abord la vraie politique, c'est de connaître le besoin de la population et faire des propositions allant dans le sens du bien-être de la population. Justement, je voulais revenir à ce qu'il disait. Vous avez 30 secondes et puis chiffon et puis on va aller à la pub. Effectivement, il faut dire que la politique, c'est la pratique quotidienne de l'œuvre de diriger, de s'engager, d'œuvrer pour le bonheur des siens. D'accord, c'est ça la politique. Écoutez, moi je pense que lors d'une émission, j'avais déjà parlé de ça. Nous faisons tous de la politique déjà. Je l'ai dit, la politique c'est la participation à la vie de la société, à la vie de la nation. C'est pas forcément appartenir à une chapelle politique, c'est pas forcément militer dans un parti politique. Non, la politique, l'engagement politique, c'est la participation à la vie de la nation. Les différentes associations que nous avons, les ONG que nous avons, la société civile, tout ça c'est de la politique. Voilà. Et donc, on pourrait dire, chacun d'entre nous, on n'a pas forcément besoin de s'engager dans une course à l'élection présidentielle ou bien à la députation ou à la municipalité pour forcément faire de la politique. Non, participer déjà à la vie de la nation, c'est déjà faire de la politique. Voilà. D'accord, Zakaria est toujours avec nous, Chifoua Idriss Ouattara, Dao Ibrahim Kina et Vanier Biza Rodrigue sont nos invités sur ce plateau. Messieurs, nous allons à présent nous intéresser à la deuxième partie de cette émission pour savoir un peu les défis, les obstacles auxquels vous faites face dans cette volonté, cet engagement d'être député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. J'imagine que en tant que jeune candidat, ce n'est pas du tout facile. Vous rencontrez parfois des résistances, du mépris de la part de certaines personnes, de vos ennemis même. Dites-nous, c'est quoi les défis, les obstacles auxquels vous faites face en tant que jeune qui a envie d'être député à l'Assemblée nationale? Vanier Biza. Ok, merci beaucoup, M. Khalil, une fois de plus, de nous poser cette question-là parce qu'il en fallait. Il faut dire que sur le terrain, nous sommes confrontés à plusieurs obstacles. Lesquels obstacles nous devons de relever, donc relever ce défi. Déjà, il y a des préjugés. Parce que longtemps, on a mis dans la tête des gens que quand on vient en politique, c'est parce qu'on est milliardaire, c'est parce qu'on a l'argent qu'on fait la politique. Et donc tout à l'heure, quand vous allez vers un électeur et que vous lui parlez de vous, tout à l'heure, il vous tend la main, il vous dit, bon, si vous me dites de voter pour vous, qu'est-ce que vous me donnerez en retour? Et quand il dit ça, il ne fait pas allusion aux lois que tu pourrais proposer, lesquelles lois vraiment vont l'aider. Lui, il parle tout à l'heure de ce que tu peux mettre dans sa poche directement pour qu'il mange le soir. Cette situation, c'est la faute à qui? À vos aînés? C'est la faute justement à ceux qui nous ont précédés dans cette danse. Parce qu'ils ont habitué la population à la facilité, à la corruption. Et cette corruption-là, nous devons de lutter contre elle. Il y a ce défi-là. Il y a également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le défi du mépris. Lorsque nous nous présentons, on dit, ben, ce jeune-là, il est prétentieux, il est orgueilleux, il veut dire quoi? Donc, tout à l'heure, on te méprise. C'est du mépris que tu accueilles et tu es obligé de supporter cela et montrer le contraire de ce que les gens pensent de toi. Il y a ce défi que nous devons également de relever. Quand on va encore plus loin, il y a donc l'aspect qu'on ne vous dit pas.
l'aspect des attaques mystiques, on ne vous dit pas. Ah bon? Qui font partie des défis. Oui, ça, c'est une réalité. Oui. Vous êtes confronté à des attaques mystiques. À des attaques mystiques. De la part de qui? Bon, je ne peux te dire de la part de qui, mais on reçoit des attaques mystiques de la part de je ne sais qui. Ça aussi, c'est un défi. Donc, pour un jeune qui s'engage en politique, c'est vrai, il faut être intellectuel, il faut avoir tout ce qu'il faut, mais si tu es musulman, prie bien. Si tu es chrétien, prie bien. Si tu es animiste, il faut bien faire ton fétiche. Ça, c'est important, il faut que j'en parle. Donc, voici un tas de défis auxquels nous sommes donc confrontés. Il y a aussi le défi du financement de la campagne. Oui, Ibrahim Kina. Je vais venir à vous tout à l'heure, ne vous en faites pas. Oui, absolument, il faut le dire. Comment vous, en tant que jeune, vous comptez vraiment assurer le financement de la campagne à venir face à des mastodontes sur la scène politique, notamment à Bouaké? Je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous serez face à l'un des pontes du RHDP, Amadou Koné. Il faut le dire, une campagne législative coûte entre 15 et 30 millions selon la CEI aux Ivoires en 2023. Et c'est un mur infranchissable pour un jeune sans réseau. Et en vérité, nous n'avons pas peur parce que nous faisons confiance à la population de Bouaké. Et nous savons que si nous lançons une gagnotte au niveau de Bouaké, je pense que les habitants cotiseront pour nous parce que la population sait que nous venons pour elle. La population sait que nous venons pour répondre à leurs préoccupations et véritablement nous ne craignons pas l'adversaire qui sera en face. On vient même pour aider l'adversaire puisqu'il en plus d'être ministre, il est maire. Et s'il doit être encore député, donc je pense qu'il ne pourra pas véritablement répondre aux besoins de nos populations. Donc on vient en grande partie aider notre ministre qui est Amadou Koné. Alors, Abdou Zakaria, on va voir des images de vous. Vous avez pu déposer votre dossier de candidature à la commission électorale indépendante avec le concours de nos amis de la régie. Nous allons voir quelques images que votre service communication nous a transmises. Voilà, on va vous voir avec votre équipe, voilà, avec le document qui atteste de ce que vos dossiers de candidature ont été déposés à la commission électorale indépendante pour la localité d'Abobo. Alors, Abdou Zakaria, tout à l'heure, Dao parlait de cagnotte qui pourrait être lancée par son équipe pour récolter des fonds pour financer sa campagne. Est-ce que justement, ce n'est pas de tels actes qui renforcent le mépris de certaines personnes vis-à-vis de vous, jeunes candidats? Alors, j'ai envie de vous poser la question, même si c'est bien évidemment vous qui l'avez posée. Rassurez-vous, je n'ai pas de réponse. Pourquoi cela pourrait être, pourrait causer du mépris? Ben, le président de la République, celui-là qui est le premier garant de la nation, a eu des multiples de cagnottes à son actif pour les élections présidentielles. Il y a eu combien d'entités, et même les enseignants, qui demandent une amélioration de leurs conditions de vie, la prime, ont pu avoir une cotisation pour le président de la République. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. C'est par amour de celui-là qui nous gouverne qu'ils ont eu à poser cette action. Alors pourquoi pour nous jeunes, qui allons nous engager pour la population, cette population que nous chérissons tant, il serait mal vu que nous puissions demander à cette population-là, c'est nous qui allons pouvoir parler en votre nom à l'Assemblée nationale. Mais on n'a pas grand moyen, comme ceux qui sont en face de nous. Aidez-nous à pouvoir mettre en pratique notre campagne, à pouvoir rendre effectif nos projets et autres. Ce n'est pas mauvais en soi. Et là encore, j'ai envie de dire, justement, sur le point, comment réussir à convaincre les populations, comme l'a dit Vanyebi, qui elle-même demande aussi de l'argent auprès des candidats qui les approchent? Non, mais il faut le dire, il y a une prise de conscience réelle de la population. Effectivement, j'ai envie de le dire. Comme je le dis, moi depuis longtemps je suis dans mes tournées en sourdine, j'échange avec la population. Et il faut qu'on puisse comprendre que cette population qu'on achetait à 5 000 francs à Abobo n'est plus la même population. Aujourd'hui, beaucoup de personnes au niveau de la commune ont pu comprendre que c'est dépassé. Et quand ils viendront pour leur remettre ces sacs de riz, ces 5 000 francs, j'ai confiance à ces abobolais, j'ai confiance à ces mamans, j'ai confiance à ces jeunes qui prendront bien évidemment l'argent parce que c'est l'argent du contribuable, c'est notre argent. Ils vont le bouffer et ils seront
qui allait voter au soir du 27 décembre 2025. Donc, pour dire que ils peuvent venir encore distribuer de l'argent comme ils le souhaitent, pour ceux qui le font, bien évidemment. Nous qui n'avons pas ces moyens-là, on va parler à cette population. Allons sur un cas factuel. Nous, par exemple, on se bat pour que dans nos bureaux de vote, on ait des représentants de bureaux de vote. Mais imaginez, si on n'a pas des jeunes bénévoles qui comprennent qu'ils doivent faire le sacrifice d'un jour, rester dans ce bureau de vote, même si on n'a pas eu les moyens de leur donner 10 000 francs pour rester dans ce bureau de vote, mais ils ont en tête de savoir que je reste pour mon avenir. Je reste pour construire ce qui va me définir pour 5 ans. S'ils nourrissent cela, je pense que ce sacrifice n'est pas grand à leurs yeux. Et quand on a ces jeunes-là qui acceptent avec amour pour leur commune de nous accompagner ainsi, ça réduit nos dépenses. Voilà un peu des sacrifices qui font que nous, pour nous, le volet financier ne pourrait pas peser sur nous. Donc c'est un appel aussi à travers votre chaîne à cette jeunesse abobolaise, qu'elle s'ouvre, qu'elle aide, qu'elle écoute et qu'elle entende. Ces frères et sœurs qui ont pris conscience que le changement doit venir de cette jeunesse-là et pas d'autres personnes, qu'elle se donne et qu'elle fasse des sacrifices pour que nous puissions être heureux pour demain. Tout ce que nous voyons, les dinosaures de la politique dont on parle, c'est les jeunes qui les font. Que ce soit leur campagne politique, que ce soit leur stratégie politique, que ce soit leur plan, leur projet de société, leur programme de gouvernement, ce sont les jeunes qui conçoivent cela. Et d'ailleurs, je vous encourage, allez-y. Ce sont les jeunes qui conçoivent cela. Et ce sont les jeunes qui veillent à l'exécution de ces programmes-là. Mais à quoi bon de ne pas donner la possibilité à ces jeunes d'extérioriser ou du moins de mettre en pratique ce qu'ils savent faire? C'est ça. C'est sûr, à cela nous avons pris conscience. Nous, en tant que des jeunes conscients et consciencieux de ce que nous savons faire, nous avons décidé désormais de prendre nous-mêmes, d'attraper nous-mêmes le taureau par ses cornes. Nous ne sommes plus là pour être que des bénévoles, pour être que des suiveurs aveugles, qui sont même souvent capables d'aller même affronter leurs propres frères jeunes pour des hommes politiques dont je dirais sans avenir. Donc c'est ça en fait la jeunesse. Et cette jeunesse-là, nous devons de lui faire confiance. Okay. Et je voudrais que mon frère Chiffol fasse confiance à la jeunesse. Ok. D'accord. Monsieur Khalid, je voudrais restituer les choses. Allez-y. Il ne faudrait pas que je sois perçu comme anti-engagement de la jeunesse. C'est ce que je voulais dire. Je dis, et je réitère mon propos, je dis que nous sommes à une ère de talonnade d'une nouvelle génération. Il faut faire en sorte que cette entrée en politique soit définitive et brillante. Il faut faire en sorte que cet engagement-là, ce virage-là, s'il est raté, qu'il ne puisse pas polluer les futurs engagements qui seront enregistrés dans les prochaines années. Et donc moi, je ne suis pas contre l'engagement de la jeunesse. D'ailleurs, moi-même, je suis jeune. Ce serait quand même un paradoxe que moi, je sois anti-engagement de la jeunesse, naturellement. Mais je suis en train de dire qu'il faut que ce soit des engagements sérieux, avec de la contenance politique. D'accord. Alors, moi, je comprends parfaitement ce que M. Chiffon dit et je suis vraiment d'accord avec lui. Parce que ce qu'il dit est important. On a reçu des jeunes sur des plateaux de télé qui n'arrivent pas, comme il le dit, à défendre même pas leur projet, mais à défendre leur vision. Mais il y a des vieux qui n'arrivent pas. On est en train de parler des jeunes. Et quand vous me dites qu'il y a des jeunes qui élaborent les programmes des vieux, mais non, moi j'ai mal pour vous, pour ces jeunes-là qui acceptent de défendre ces programmes de ces vieux-là. Et depuis que, Monsieur Khalil, j'ai été légaliser un document et j'ai rencontré un monsieur qui me dit ceci. Vous les enfants là, je parle comme il a parlé, vous les enfants là, vous vous présentez aux législatives? J'ai dit oui. Mais non, c'est de la foutaise. Vous n'allez pas vous présenter aux législatives comme ça. Nos élèves nous ont dit de patienter. Ils nous ont dit de patienter, de ne pas nous présenter. Et nous avons patienté combien d'années où nous sommes prêts maintenant, et il est la quarantaine, révolue, où nous sommes prêts maintenant à venir vouloir nous présenter. Vous allez venir, vous allez vous présenter, du genre vous nous sautez quoi. Non, je ne suis pas d'accord. Je vais perçu un peu comme des rebelles. Effectivement. Je vais venir à vous, ne vous en faites pas. C'est frustrant. Je vais dire quoi? Eux, ce qu'ils ont subi, on n'est pas obligé de subir ce qu'eux, ils ont subi. C'est leur choix.
d'avoir des leaders politiques qui ne leur ont pas permis de s'exprimer, de prendre place. Ben nous, on a décidé de ne pas subir, de ne pas suivre un leader qui ne nous donne pas la chance de pouvoir nous exprimer. C'est pourquoi nous, chez nous, à Abobo Renaissance, on n'a pas de leader politique. Nous sommes nous-mêmes nos leaders politiques. Parce qu'on ne veut pas être en train de faire du béni oui-oui, comme il a dit. On veut s'exprimer librement. On veut porter la voix. On veut parler pour le peuple, au nom du peuple, sans filtre. D'accord. Avoir des leaders, c'est de pouvoir... À l'Assemblée nationale aujourd'hui, des députés n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'ils attendent que la décision vienne toujours de haut. D'accord. Donc, moi, je suis vraiment d'accord avec M. Chiffon dit, il faut que la jeunesse se prépare et qu'elle soit très bien préparée avant de se lancer dans ce cadre. Mais on va aller un peu vite parce qu'on a une troisième partie. Allez-y, Dao. On a une dernière partie, la vision politique. Je suis très d'accord, mais au même moment, je le dis, lui en tant que jeune, en tant que PCA, pour être PCA de toute structure, il faut avoir les idées bien claires. Et quand je le vois, quand je l'entends parler, je sais qu'il a les idées très claires. Et quand vous regardez, les jeunes qui se présentent aujourd'hui, ce ne sont pas des jeunes qui viennent de nulle part. Ce sont des jeunes qui, par moment, ont été des présidents de jeunesse dans leur circonscription. Ce sont des jeunes qui ont posé des actions dans leur circonscription. Ce sont des jeunes qui ont travaillé dans ce sens. Sinon, aucun jeune... Je ne suis pas d'accord avec vous. Je viens. Le code électoral révisé en 2020 ne prévoit aucun quota pour la jeunesse. Et je pense que c'est ce qui suscite aujourd'hui le fait qu'il y ait des bagarres de génération. La première génération, la génération Félix Houphouët-Boigny, ils ont dirigé. Il y a eu la génération du président Alassane Ouattara avec le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo. Ils ont géré. Il y a eu la génération encore du président Tidiane Thiam. Et leur génération avec ils n'ont pas pu gérer. Leur génération n'a pas pu le pouvoir. Non, écoutez, je viens. Il y a eu la génération encore du président Soro Guillaume, du président Charles Blé Goudé, qui eux viennent encore se confronter à nous, notre génération. Écoutez, donc, il y a une guerre générationnelle Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais préciser un petit truc. Chiffon, je viens à vous. Monsieur, vous avez vraiment de belles idées, vous tous sur ce plateau. Le public a bien envie de comprendre ce que vous dites. Donc, on va s'écouter pour que les messages puissent passer clairement. En 30 secondes, vous allez chuter et on va passer aux autres. Mais on va aller rapidement, on a une dernière partie. Donc, c'est ce que je dis. Puisque au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de quota pour la jeunesse, vous avez, dès l'entame de votre propos, vous avez dit qu'il y a 30% de femmes qui doivent être sur la liste de plus de deux personnes. C'est ça, 2 sièges. Donc nous, en tant que jeunes, on doit militer, on doit travailler pour qu'il y ait aussi 30% pour la jeunesse. Et je pense que quand les jeunes seront au niveau de l'Assemblée nationale, on va travailler dans ce sens. Et pendant ce temps, il faut dire qu'au Kenya, en 2022, ils ont donné 12 milliards de francs CFA, de shillings, pour financer les projets des jeunes. Et au niveau du Sénégal, on consulte d'abord le Parlement des jeunes pour pouvoir prendre des décisions. Donc, pour dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses à faire. Au Nigeria, il en est de même. Donc, c'est que le Nigeria a accepté de faire au niveau en 2018. La Côte d'Ivoire doit être capable de faire ça en 2020. C'est bien noté, Chiffon, rapidement. J'ai l'impression que 30 secondes. J'ai l'impression que mon frère, il fait un amalgame. Écoutez, une génération politique, ce n'est pas forcément celle qui gère. C'est ça. On se comprend? On se comprend. La génération politique, c'est cette génération qui participe à la vie de la nation. Même le parti politique de l'opposition est une génération politique. Donc, il ne faut pas... Sinon, il y a des gens qui n'ont jamais été peut-être députés ou bien peut-être président de la République qui vont te dire que eh bien, notre génération n'a pas encore dirigé, donc nous, on ne peut pas partir. Non, il faut éviter la génération politique est constituée de toutes les personnalités qui dominent la sphère politique pendant un certain moment, pendant une certaine période donnée. Et donc, ce n'est pas forcément celle qui dirige. Absolument. Ce qu'il dit, on va laisser les autres. Il y a eu beaucoup de pour argumenter rapidement ce que M. Chiffon a dit, il ne faut pas salir, c'est-à-dire la candidature des jeunes sérieux à travers des candidatures fantaisistes. Absolument. Je vous donne pour exemple un jeune qui s'est présenté aux élections présidentielles, qui a été filmé après dans un bistrot en train de consommer je sais pas quoi et qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Mais comment voulez-vous que après ceux-là que nous on veut aller défier nous respectent moi je me dis quand tu te mets en politique, ça va avec la posture, ça va avec la façon de s'exprimer, ça va avec la démarche, ça va avec la collaboration.
Donc c'est tout ça qui doit être pris en compte. Et c'est de ça que M. Chiffol, il parle, si je ne me trompe pas. Absolument. Donc pour dire que moi je ne suis pas vraiment contre ce qu'il dit, c'est à nous de tirer vraiment le bon dans ce qu'il est en train de dire, parce que si on ne le fait pas bien, ça nous rattrapera demain. D'accord, messieurs, on va partir pour le troisième et dernier axe de ce débat, un débat très intéressant avec des jeunes qui ont vraiment de belles idées. J'ai finalement eu un allié. Alors, messieurs, si vous vous portez candidat, c'est parce que vous avez forcément une vision politique que vous portez pour la Côte d'Ivoire et en particulier pour la localité pour laquelle vous candidatez. Et c'est ce qu'on va tenter de comprendre avec chacun d'entre vous. Alors, Daokina, Oui. Permettez-moi, je vais interroger Vané Biza, Rodrigue. Alors, d'accord, on me dit à l'oreille qu'on n'a pas assez de temps pour cette partie. D'accord, on fera l'effort d'être dans le temps. Alors, quelle proposition portez-vous pour, on va dire, pour la jeunesse? Quelle est la proposition phare qui vous tient et que vous souhaitez mettre sur la table de l'Assemblée nationale si vous êtes élu au soir du 27 décembre 2025? Merci. Comme on n'a pas assez de temps, je vais juste citer deux propositions de loi que je vais déposer à la table de l'Assemblée lorsque je serai élu député de Bédiala, Gonaté, Gadjoua. Déjà, je commence par la gratuité de l'identité. Parce que nous sommes Ivoiriens, nous sommes nés Ivoiriens et nous demeurons Ivoiriens. Je me sens mal à l'aise de voir des populations paysannes en train de donner 5 000 francs pour avoir ne serait-ce que les pièces d'identité, notamment la CENI. Donc, moi, je déposerai une proposition de loi sur la gratuité donc, des pièces, notamment de la CENI, de l'attestation du certificat de nationalité et de l'extrait date de naissance. Il faut que ce soit gratuit parce qu'on est Ivoirien et la nationalité ne s'achète pas. Nous sommes Ivoiriens, nous demeurons Ivoiriens. Ça, c'est la première proposition. Deuxièmement, tout à l'heure, à l'entame de mes propos, j'ai eu à parler de cette question donc d'exclusion et qui est souvent facilitée par le système parce que c'est une question systémique. Pourquoi? Je vais notamment parler de la séparation donc, des pouvoirs. Nous nous rendons compte qu'on parle de séparation des pouvoirs alors que le président du pouvoir exécutif nomme le président du Conseil constitutionnel, nomme les juges. En ce moment, lorsque, par exemple, un président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de l'exécutif et que ce dernier est face à une décision qui concerne ce président qu'il a élu, il y a ce qu'on appelle le devoir de recevabilité. Forcément, il va se prononcer en faveur de cette personne et c'est naturel. D'accord. Donc, en plus de cela, nous voyons que le président de l'exécutif nomme également des sénateurs, ce qui n'est pas normal. Donc moi, je voudrais donc proposer une loi sur l'effectivité de la séparation des pouvoirs. D'accord, c'est bien compris. Daokina, votre vision politique? Notre vision est claire. Il faut faire entrer la jeunesse dans la loi, pas seulement dans les photos de campagne. Une loi instituant un quota de 30% sur toutes les listes électorales inspirées du Nigeria, ou comme en Côte d'Ivoire aussi pour les femmes. Et ensuite, il faut la création d'un fonds national d'insertion politique et économique pour les jeunes, doté de 50 milliards sur les 5 ans. Et enfin, nous voulons une réforme électorale qui est fondée sur des principes, pas de décision des jeunes sans les jeunes. Pourquoi je le dis? Parce que la jeunesse vit dans le réel. Selon l'INS 2023, 6 jeunes sur 10 sont au chômage ou sous-employés. Et 60% estiment d'être, d'après Afrobiméter 2022, que les partis politiques ne représentent pas leur intérêt. Donc c'est pour dire qu'il ne faudrait pas, chez nous on nous dit, une décision qui est prise sans toi, c'est qu'elle est prise contre toi. Donc naturellement, quand on a 77% de la population ivoirienne qui a moins de 35 ans, il faut naturellement qu'on donne la possibilité à ces jeunes de s'exprimer. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui avec tout ce que vous voyez, toutes ces candidatures. Et je peux t'assurer que ce sont des candidatures sérieuses. Il faut les prendre au sérieux. Et au soir du bilan, vous serez surpris de voir le nombre de jeunes qui seront au niveau de l'hémicycle. D'accord. Abdou Zakaria Koné. Et aussi, pardonnez, je voulais dire aussi qu'il y a un projet de loi
faisant en sorte que lorsqu'on est ministre, on ne puisse plus se présenter pour être député. Alors, avec vous, vous allez mettre fin au cumul de postes. Oui, au cumul de postes. Quand on est maire aussi, on ne peut plus être encore député. Parce qu'on sait qu'en Afrique, quand une personne a un salaire ou quand une personne a une bonne position, c'est toute sa famille, c'est tous ceux qui l'accompagnent qui en profitent. Et quand une même personne a 3 ou 4 postes, vous allez voir que naturellement, ça va profiter seulement qu'à son cercle restreint et ça va véritablement agir sur la société. D'accord, Abdou Zakaria. J'ai bien envie de voir cela prendre fin. Alors, concernant les vous ne croyez pas alors? Après, ceux qui sont aujourd'hui à la gestion de la chose l'ont critiqué hier. Et il est difficile, sinon dans l'exécution, on voit combien de fois c'est difficile pour eux de respecter cela. Donc on espère bien que cela sera pris en compte et pourra changer. Et en ce qui concerne la proposition de loi, moi je souhaite proposer une loi, on n'a pas assez de temps, je ne peux pas tout déballer, je souhaite proposer une loi sur l'amendement, déposer une proposition de loi sur les fonds communaux, sur des fonds communaux de solidarité et d'urgence sociale. Voilà, je souhaite aussi plaider pour un projet pilote à Abobo avec le gouvernement et les partenaires sociaux. Et aussi, on a, au niveau de la commune, pour pouvoir valoriser la jeunesse d'Abobo, je souhaite déposer une proposition de loi sur l'économie verte et la solidarité. Pardon, je vais y arriver. Je dépose une proposition de loi, je souhaite, proposer une proposition de loi sur l'économie verte et solidaire. Voilà, et incluant gestion des déchets et formation. Et pour aller plus rapidement, je souhaite aussi pouvoir encadrer la microfinance solidaire pour limiter les taux abusifs en ce qui concerne les taxes, les impôts et autres. D'accord. Voilà. Alors, chaque fois, votre appréciation de toutes ces propositions, de leurs différentes visions politiques? Écoutez, ce sont de belles propositions, aussi tant qu'elles s'inscrivent dans l'amélioration continue de la vie des Ivoiriens. Eh bien, moi, mon message à l'endroit de la jeunesse ivoirienne, il est toujours simple. Moi, je continue de dire à ces jeunes qui souhaitent s'engager, qui sont engagés, écoutez les gars, engagez-vous. Engagez-vous, certes, mais continuons de nous former. Formons-nous surtout. Ouvrons-nous sur le monde. Prenons des modèles qui ont réussi ailleurs. On peut prendre Lee Kuan Yew à Singapour, qui a fait de Singapour le miracle du 21e siècle. Prenons par exemple Deng Xiaoping de la Chine. En Chine, aujourd'hui, on parle de la nouvelle génération des loups guerriers. Soyons ces nouveaux loups guerriers de la Côte d'Ivoire. Formons-nous. D'accord. Connaissons le monde pour conquérir le 21e siècle. D'accord. Monsieur, on va s'arrêter là. Je sais que vous avez bien envie qu'on aille un peu plus loin dans des impératifs de temps. Un impératif de temps qu'on doit respecter. On est carrément au terme du temps qui nous est imparti. Okay. Je vais vous dire merci. Merci Vanier Biza Rodrigue d'avoir été sur ce plateau, candidat déclaré à Bediala, Gonaté, Gadouan. Dawa Ibrahim, candidat déclaré à Bouaké. Abdou Zakaria Kone, candidat déclaré à Abobo. Chifoual Idriss Ouattara, écrivain et président du conseil d'administration de l'Alliance ivoirienne pour l'action coordonnée, l'AIPAC. Alors, monsieur, la CEI a jusqu'au 19, je crois la CEI a dit, le 19 novembre, la liste définitive des candidats retenus pour ces élections sera publiée. On vous souhaite de figurer sur cette liste. Monsieur, merci. On pourra se retrouver dans le futur encore pour parler de votre engagement, votre volonté de siéger au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Merci infiniment à vous d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de l'Intelligente TV. Les jeunes, comme vous l'avez constaté, veulent aussi être députés en Côte d'Ivoire. À très bientôt. Bonsoir et bienvenue. Votre fête de l'actualité nationale et internationale. 2000 combien? Même pas un an. Ça fait juste. Non, c'est pas ça fait juste 3 mois. Non, ça fait juste 3 mois. Suivez la revue de presse de l'Intelligente TV
tous les jours à 7h30. Ça fait juste 2 ou 3 mois que le comité a été installé. La jeunesse a besoin de savoir certaines choses et qu'on ne lui sert pas ce savoir dont elle a besoin et qu'on lui demande d'aller idolâtrer un individu. C'est la conséquence qui est là. La revue de presse grand format avec des journalistes de tous bords pour des analystes pointus. Non, mais il a dit, il n'était pas au pouvoir, mais il a dit dans l'opposition qu'il va rendre ce pays invernable. Donc je pense que c'est le pays invernable qu'il a dit. Tous les vendredis à 18h.